bonjour mesdames, bonjour messieurs. Je vois que les dames sont en majorité. Je me demande si c'est à cause du bijou. Peut-être, j'imagine. Donc je vais vous parler en effet d'un anneau qui est au théâtre, une marque d'honneur et un porte-malheur, donc comme vous allez voir, et qui s'appelle The Iffland Ring, parce qu'on le trouve très souvent sous ce titre. L'anneau ou la bague donc d'Iffland, on le trouve un peu moins souvent. Et voilà, donc je vais vraiment vous emporter, emmener en Allemagne. C'est un petit peu différent. On n'est pas du tout en France, vous verrez, ce sera une découverte. Enfin, ça l'a été pour moi, ça sera sûrement pour vous. Donc je vous lis un peu mon texte qui ne sera pas extrêmement long, mais je pense que vous aurez des questions à poser. Donc il existe en Allemagne depuis le 19e siècle une bague qui se transmet d'un acteur à l'autre et dont l'histoire est traversée par de multiples péripéties. J'en ai appris l'existence lors d'une exposition sur le théâtre à Reichenau an der Rax en Autriche en 2003. Travaillant sur les bijoux et le théâtre, l'histoire de cette bague m'a passionnée et j'ai voulu en savoir davantage, mais ne parlant et ne lisant pas l'allemand, je me suis servi de sources traduites en anglais et en français. Aussi, les informations sont-elles probablement un peu limitées. Mais malgré tout, cette bague m'a semblé avoir sa place dans cette bibliothèque qui est un lieu d'étrangeté et de suspense. Alors, porteurs d'une forte charge sentimentale, les bijoux sont des liens de transmission. Plus que le collier ou le bracelet, la bague est un signe de fidélité, mais aussi d'appartenance et d'identité. C'est le cas en particulier dans les familles aristocratiques, où il était et où il est encore d'usage de porter à l'annulaire ou à l'auriculaire, suivant qu'on est une femme ou un homme, un anneau emblématique. C'est une chevalière qui est armoriée, ornée d'un blason familial, comme vous pouvez en voir un exemple ici. Le port d'une bague en or sur laquelle figure un emblème distinctif de sa propre dignité remonte probablement au temps des pharaons, peut-être même avant, on en parle beaucoup en tout cas dans l'Antiquité. Mais au XVIIIe siècle, ce fut la mode de mettre ses armoiries sur toute chose quand on était un gentilhomme, y compris sur les bagues. Donc cette chevalière, surtout depuis cette période, se transmet de génération en génération et symbolise la continuité d'une histoire familiale, voire d'une lignée. Et je vous montre quelque chose de tout à fait particulier. C'est une exceptionnelle chevalière que vous voyez représentée à droite, avec l'effigie du roi Louis-Philippe. Cette bague est donc une forme de médaillon. C'est un chaton, on appelle un chaton pour la bague, qui s'ouvre et que vous voyez défiler un ensemble de petits médaillons articulés sur lesquels il y a des dates importantes concernant Louis-Philippe. Donc c'est un bijou tout à fait exceptionnel, qui est tout à fait en dehors de notre propos, mais qui est quand même la chevalière telle que je vous la décris ici. Maintenant, pénétrons dans cet univers germanique. Auguste Wilhelm Iffland, je vous donne les dates à chaque fois, j'espère que ça ne vous ennuiera pas trop, 1759-1814, vit à la charnière du XVIIIe et du XIXe siècle. C'est une célébrité du monde théâtral en Allemagne. C'est un auteur, un acteur, un critique dramatique et il est aussi directeur du Théâtre national de Prusse à Berlin de 1796 à 1814. Iffland a comme ami Schiller, le grand poète. Lui, il est né en 1759, mort en 1805. Il est célèbre pour ses pièces de théâtre et pour ses poèmes, dont il interprète, il interprète brillamment justement, Iffland interprète brillamment une des pièces de Schiller qui s'intitule Les Brigands. On le voit ici justement à droite. En 1782, et c'est lui également qui met en scène ce spectacle. Iffland est également l'ami de Goethe. Non, ça c'est Schiller, excusez-moi. Donc, Schiller est très beau, très romantique, et c'est ici qu'on voit la représentation justement des brigands avec Iffland.
Donc, il est également l'ami de Goethe qui l'invite à venir jouer à Weimar en 1796. Goethe, c'est un dramaturge et c'est un poète, c'est également directeur de théâtre à la cour. Donc vous voyez que déjà, avec ces trois noms, Schiller, Goethe et Iffland, on a trois amis qui sont très représentatifs de l'univers théâtral en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle. Une des versions justement de l'origine de la bague serait que Goethe aurait peut-être offert en hommage à Iffland une bague portant son effigie. Une supposition. En effet, à cette période, Iffland est un auteur très apprécié. Il est le suiveur, c'est encore un autre nom que je vais vous donner, il est le suiveur d'un grand auteur, lui aussi très connu en Allemagne, qui dont son nom est Gotthold Ephraim Lessing, L-E-2-S-I-N-G, 1729-1781. C'est un dramaturge du temps des Lumières, contemporain de Voltaire et de Jean-Jacques Rousseau, et très apprécié par Madame de Staël. Lessing introduit le thème larmoyant et moralisateur de la vie familiale au théâtre. C'est un terme qui est largement utilisé par Iffland dans ses comédies. Iffland a écrit plus de 50 pièces de théâtre. Et lui-même, bien que sensibilisé par l'esprit romantique, Iffland est beaucoup moins sensible au romantisme fantastique d'Hoffmann, encore un autre personnage très très important de l'époque. C'est donc un de ses contemporains, et donc Iffland s'intéresse assez peu à la littérature, au conte d'Hoffmann, et Hoffmann, en fait, on le connaît moins comme étant un compositeur. Or, avant d'être un auteur de contes et d'histoires, de nouvelles, c'est un grand compositeur, et il fait des créations lyriques. Or, eh bien, dans son théâtre, Iffland va refuser à 2 reprises de pouvoir faire ses créations lyriques. Par ailleurs, alors vous voyez ici en effet Essling avec la pièce dont je vais vous parler qui s'appelle Lathan le sage. C'est une reproduction contemporaine d'un tableau et vous avez en évidence une bague. Donc cette bague sera très importante pour notre histoire. Non, pardon, je reviens. Oh là là, j'ai sauté beaucoup de choses là. Je me suis trompée là. Oh là là, je ne sais plus, je suis perdue. Alors attendez, j'en étais où là? Ah non, j'ai avancé trop vite en fait. Il faut que je retourne. Excusez-moi. Non, mais ça s'est tout mélangé, tout ça. Bon, enfin, je suis effrayée. Alors, c'est ça. En 1801 est jouée à Berlin pour la première fois la pièce de Lessing, Nathan le Sage, dans une adaptation simplifiée de Schiller. Le thème central de la pièce, écrite en 1779, est la tolérance religieuse, symbolisée par 3 anneaux qui sont transmis par un père à ses fils. Ce texte est connu comme la parabole de l'anneau, dont la première source est dans le Décaméron de Boccace, où cette parabole est représentée sous forme de conte. Alors voilà quand même un peu l'histoire de cette parabole de l'anneau, qui est directement en relation avec cette bague d'Iffland. C'est un homme qui se fait faire un anneau, qui détient le pouvoir de susciter l'amour pour celui qui le porte et qui lègue à son fils préféré, en lui enjoignant de faire de même. L'anneau est transmis ainsi de père en fils, jusqu'au jour où il échoit à un père également attaché à ses 3 enfants. Se voyant mourir, il fait faire 2 anneaux neufs par un orfèvre et remet un anneau en secret à chacun de ses fils. Le père mort, les 3 fils se disputent l'héritage, chacun persuadé de détenir l'anneau véritable. Ne trouvant pas de compromis possible, puisque chacun détient la vérité de la bouche de son père et qu'il ne peut donc la remettre en question, sans accuser ce père bien-aimé de lui avoir menti, les frères demandent au juge un arbitrage. Le juge remarque que l'anneau a la réputation de susciter l'amour de Dieu et des hommes, et qu'il suffit d'attendre pour voir quel anneau est efficace, à moins que le père n'ait fabriqué 3 anneaux neufs et que l'anneau originel se soit perdu. Il invite donc les frères à travailler pour l'avenir en s'efforçant de rendre les générations à venir les plus vertueuses possibles. En fait, cette parabole, donc, on peut la voir comme une représentation de Dieu, les 3 fils étant les 3 religions monothéistes, judaïsme, christianisme et islam.
Donc c'est une très belle, cette parabole de l'anneau est considérée comme un des textes clés de la philosophie des Lumières, puisque c'est antérieur donc, à Iffland. Mais Iffland a probablement donc vu cette pièce. C'est pour ça qu'il a probablement eu l'idée de retenir un seul anneau dont le pouvoir est de susciter l'amour pour celui qui le porte et qu'il lègue à son fils préféré. À ce dernier de faire de même. Alors, cette pièce a été froidement accueillie, mais c'est probablement cette pièce qui est à l'origine de cette fameuse bague d'Iffland. Alors, cette bague, à quoi ressemble-t-elle? Alors, j'essaie de ne pas me tromper dans ma... Je suis là. Voilà. Cette bague, à quoi ressemble-t-elle? Telle qu'elle est parvenue jusqu'à nous aujourd'hui, c'est un triple anneau d'or surmonté d'un médaillon entouré de brillants. Le médaillon, qu'on appelle le chaton, représente le profil d'Iffland. Ces bagues souvenirs à portrait étaient très en faveur au XVIIIe siècle et elles continuent à être fabriquées. Vous avez vu celle de Louis-Philippe, justement, sous cette forme de chevalière. Notre médaillon ici n'est pas un camé gravé sur une pierre dure, comme c'était généralement l'usage, mais il est moulé dans de la fonte de fer. L'explication en est donnée par un événement historique important, l'envahissement de l'Allemagne par Napoléon. En 1806, il pénètre en Prusse et en 1807 et 1808, les troupes napoléoniennes occupent Berlin. Les théâtres ne semblent pas vraiment pâtir de la présence des Français, mais les conditions infligées à la Prusse soumettent les habitants à de dures privations et ils veulent s'armer pour reconquérir leur pays et reprendre les armes. C'est donc pour soutenir l'effort de guerre que les citoyennes allemandes sont encouragées à donner leurs bijoux précieux, comme l'avaient fait à la Révolution les femmes françaises. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cet épisode. Pendant la Constituante, on avait demandé aux femmes, en effet, d'apporter, et on a beaucoup de reproductions qui nous montrent les femmes apportant à l'autel de la patrie leurs bijoux. Mais on ne leur donnait rien dans l'échange, tandis que là, ce n'est pas le cas. En échange, leur sont proposés des bijoux faits en fonte de fer, dont les fonderies royales prussiennes, en particulier celles de Berlin, sont une spécialité. Et ça se présente donc en fait, cette fonte de fer qui devient bijou, c'est un alliage de fer et de carbone recouvert de laque noire. C'est un bijou très sombre, mais un peu brillant. Et donc ce bijou commun, donc là, malheureusement je n'ai jamais trouvé une très très bonne photo de la bague où on puisse la voir de tous les côtés. On la voit très souvent dans son écrin et toujours de face. Enfin, vous avez déjà son aspect. Donc, cette fonte de fer va être très très utilisée comme bijou commun, en quelque sorte, par les femmes allemandes. Et donc, on en fait des pendants d'oreilles, on en fait des médaillons, et on en fait aussi des colliers, comme vous voyez ici, avec ces chaînettes et ces très jolis médaillons qui sont tous donc en fonte de fer. Et ça devient très à la mode. Ces bijoux en fonte de fer se répandirent en Europe comme bijoux de deuil essentiellement, et sous le nom justement de fonte de Berlin. C'était le terme qu'on utilise. Même s'ils étaient fabriqués en France ou en Angleterre, c'est vraiment le terme qui est resté, fonte de Berlin. En Allemagne, quand ils furent créés, ces bijoux étaient une marque de patriotisme, vous l'avez bien compris. Et d'ailleurs, certains portaient l'inscription, excusez-moi, je ne parle pas allemand comme je vous l'ai dit, sur lequel était inscrit Gold gab ich für Eisen, ce qui, je crois, signifie en français « j'ai donné de l'or pour le fer ». Donc, de nombreux bijoux ont été fabriqués à ce moment-là et ont circulé tel ce médaillon. Voilà, on revoit ici la bague d'Iffland et vous voyez à droite une assez mauvaise reproduction d'un médaillon justement qui est en forme de fer et qui représente la reine Louise, épouse du roi Frédéric Guillaume III, qui était le roi à ce moment-là. Et donc justement, j'ai photographié, je crois, ce médaillon, parce qu'il l'un d'eux a été vendu aux enchères en 2018. Et donc, pour qu'il soit vendu aux enchères, et probablement pas comme une pièce exceptionnelle, c'est qu'il y a dû y en avoir quand même une certaine quantité qui était vendue. Donc il n'est pas étonnant en effet que cette bague avec le portrait moulé d'Iffland, vous voyez, ait été fabriquée dans ce matériau, ce qui permet aussi, ce qui est intéressant, de le dater, c'est-à-dire autour de 1800 et plus vraisemblablement après 1807.
parce que c'était quand même pas courant. D'habitude, c'est toujours des portraits gravés qui sont des camées. Là, vraiment, c'est très particulier. Une anecdote intéressante à signaler, c'est que le général Baron de Marbeau, qui est un remarquable chroniqueur des campagnes napoléoniennes, raconte dans ses mémoires que lors du siège de Ratisbonne, contre les Autrichiens, en 1809 justement, une jeune fille reçut une bague pour avoir aidé la troupe française contre les Autrichiens. Donc on voit aussi le rôle symbolique de la bague. Maintenant, revenons à la bague d'Ifflandre. Étant donné les multiples interprétations données à l'histoire de la bague après la mort d'Ifflandre en 1814, c'est donc au conditionnel qu'il convient d'en parler. Ifflandre n'en fait d'ailleurs pas mention dans son autobiographie que j'ai lue, publiée en 1798, car en fait elle est, comme toutes les biographies écrites par leurs auteurs, c'est à un moment donné et bien avant leur mort. Donc cette bague à part. Donc après, évidemment, il n'en parle pas. Aurait-il lui-même imaginé une bague, ou bien son ami Goethe, dont on a parlé tout à l'heure, aurait-il, en hommage à Ifflandre, fait réaliser une bague à son effigie? Le doute plane. Toujours est-il que le souci était de transmettre la bague à un acteur prestigieux de langue allemande. Quelque temps avant sa mort, en septembre 1814, Ifflandre aurait donné la bague à Ludwig de Vriant, que vous voyez représenté ici, une image très romantique. 1784-1832, le seul acteur qu'il jugeait capable de le remplacer. Représentatif du théâtre romantique, de Vriant était un ami d'Hoffmann, mais également un ivrogne notoire. Il mourut sur scène en 1832 en jouant le roi Lear, que vous voyez ici représenté. J'aime beaucoup cette gravure. Je ne sais pas qui est Ludwig de Vriant, mais il me plaît beaucoup. Vous ne trouvez pas? Il est beau, hein? Après Ludwig de Vriant, l'histoire de la bague se complique. Elle va se compliquer tout le temps. Et se diversifie suivant les versions. Alors là, nous avons devant nous Friedrich Hasse, H2ASE, 1825-1911. Lui est proche de la famille des souverains prussiens et le 5e possesseur de la bague. Je ne vous donne pas le nom de tous, parce que déjà vous avez des noms compliqués, ça fait beaucoup. Donc, il est donc le 5e, et il était comme Ifflandre, un acteur et un metteur en scène. On le voit ici dans son rôle de Richelieu. Il reçoit la bague en 1878 et mentionne dans une lettre au successeur qu'il a choisi, ce successeur s'appelle Albert Bassermann, que la bague devait être transmise par son titulaire à un acteur de mérite et de langue allemande. Voilà ce qu'il écrit dans sa lettre. Prenez la bague, cher monsieur Bassermann. Alors là, nous avons Hasse également. Et là, je vous montre maintenant le suiveur qui s'appelle Bassermann. Voilà, que vous voyez à droite et qui lui va compliquer encore l'histoire. Prenez la bague, cher monsieur Bassermann, portez-la, vous resterez toujours digne de cette exceptionnelle récompense. Quand le temps viendra, vous transmettrez l'anneau à cet acteur, qui, alors il dit en allemand ou en anglais, enfin j'ai vu le texte en anglais, il utilise Thespian, c'est-à-dire Thespis. Donc Thespis étant le représentant du théâtre, Charles de Thespis, le Charles dans l'Antiquité. Donc il utilise un vocabulaire un peu choisi. À cet acteur que vous considérez le meilleur et souvenez-vous parfois tendrement de vos camarades. Donc c'est une très jolie lettre et elle est considérée comme la source de l'histoire de la bague, bien que son histoire soit alors mise en doute, car personne n'avait jamais vu la bague portée. Donc on se disait, a-t-elle véritablement existé? Et donc c'est ça, excusez-moi. Et on a supposé aussi que c'était Hasse, donc le précédent, celui qu'on a vu tout à l'heure, qu'il avait fait fabriquer. Ce qui est à peu près impossible, puisque cette utilisation de la fonte de Berlin nous montre quand même que c'est après, donc dans les années 1800. Donc c'est pas Hasse qui a pu la faire fabriquer. Donc, voilà, ça fait partie de la légende. Donc, Bassermann, c'est lui. 1867-1952, on se rapproche un peu. Était considéré lui aussi comme un des grands acteurs allemands de sa génération. Il a tourné de nombreux films muets et parlants, de 1913 à 1948. Je
Je ne sais pas dans quel rôle il est là, je l'ai trouvé sur internet et j'avoue que je n'ai pas vraiment avoir trouvé la localisation du film. Et donc, de façon tout à fait inhabituelle, il reçoit la bague en 1911, mais il ne la porte pas. Et de façon tout à fait inhabituelle, Bassermann, qui lui aurait fait fabriquer un nouvel écrin, celui que nous avons vu tout à l'heure, choisit de son vivant 3 successeurs, comme dans la pièce de Nathan le Sage, 3. Et tous 3 vont décéder chacun avant lui. Bassermann, considérant que la bague est vraiment maudite, veut s'en débarrasser et donc mettre fin à cette tragique histoire en posant la bague sur le cercueil du dernier de des acteurs qu'il a choisis et qui s'appelle Alexandre Moisy, qui lui aussi est un grand acteur autrichien, et le dernier donc, des 3 qui a disparu et dont le cercueil va être brûlé. Donc il met l'anneau sur le cercueil pour que le cercueil disparaisse avec le corps et soit brûlé. Mais ça ne plaît pas du tout, évidemment, au directeur du théâtre, du Burgtheater de Vienne, qui reprend l'anneau et considérant que cette bague devait revenir à un acteur suivant la volonté d'Iffland pour garder véritablement la tradition. Il demande donc de nouveau à Bassermann, je reviens sur Bassermann, il demande donc de nouveau à Bassermann de reprendre la bague, et il refuse. Et il refuse également de désigner un 4e acteur. Alors peut-être qu'on en avait assez d'acteurs, mais en même temps, on lui proposait un autre acteur dont on va entendre parler tout à l'heure, qui s'appelle Werner Kroos, et là, il y a des problèmes entre eux parce que c'est pas toujours aussi simple cette succession. En principe, l'acteur choisit le suivant, ça veut dire qu'il l'apprécie, mais là, visiblement, avec toutes ces histoires qui sont autour de cette bague, c'est pas lui qui l'a choisi, on lui propose Werner Kroos. Or, Bassermann est juif, et en 1935, il est parti, il s'est expatrié, et il considérait que Werner Kroos, le suivant potentiel, avait des attitudes antiracistes, donc il était contre. Donc ce pauvre Bassermann est vraiment dans des problèmes. Donc, donc Bassermann, qui est toujours le possesseur de la bague, décide alors de la donner à la Bibliothèque nationale d'Autriche, en disant au directeur de faire ce qu'il voulait. On est vraiment assez. Et on l'a oublié pendant un certain nombre d'années, et il faut bien retenir que jusqu'alors, donc, jusqu'à Bassermann, cette bague appartient à l'acteur, ce qui va changer. Et je m'arrête un petit peu parce que j'avais envie un petit peu de sortir un peu de tous ces noms. Et à propos de cette bague maudite, j'ai évidemment repensé à d'autres épisodes un peu littéraires, et ça me permettait d'évoquer d'autres bijoux maléfiques qui sont mentionnés dans la littérature fantastique initiée par Hoffmann, le contemporain d'Iffland. Par exemple, chez Walter Scott ou chez Barbet de Révilly, il est souvent question de bras ou de mains coupées portant une bague. Donc, surtout si vous avez lu Barbet de Révilly, une histoire sans nom, affreuse histoire, d'une main coincée dans une grille, donc on coupe la main, enfin, c'est une histoire de Barbet de Révilly. En Bretagne, on croyait à l'intersigne. L'intersigne, c'est si une bague se cassait ou tombait du doigt, c'était l'annonce d'un malheur imminent, comme un naufrage. Et dans le conte fantastique d'Alexandre Dumas, je viens de lire, qui s'appelle Le Château d'Epstein, le fantôme d'une femme tuée par son mari revient pour l'étrangler avec sa chaîne. Donc vous voyez qu'on a quand même, alors là on a une chaîne, on n'a pas une bague, mais enfin les bijoux sont au centre quand même d'histoire assez fantastique. Bon, je reviens à l'anneau d'Iffland maintenant, qui, ça ne se termine pas là cette histoire, car après la mort de Bassermann, un comité se réunit donc pour choisir le nouvel acteur et définir les règles de la succession. Ces règles, c'est en 1952. Ces règles, je crois qu'elles sont restées les mêmes, c'est-à-dire que le détenteur de la bague doit déterminer son successeur pas à la fin de sa vie, mais 3 mois après avoir reçu la bague, donc dès qu'il l'a reçue. S'il n'y a pas de successeur choisi, c'est l'administration du théâtre fédéral qui décidera du successeur, ce qui va se passer là.
et la bague reste la propriété de la République d'Autriche. Ça n'est plus la propriété de l'acteur. Mais c'est lui, l'acteur, qui garde la bague pendant toute sa vie et qui choisit en effet son successeur. Et il doit justement écrire, c'est tout un... Il doit écrire le nom du successeur 3 mois après avoir reçu la bague et sur un papier qui est gardé secret à la bibliothèque de Vienne jusqu'à la mort de l'acteur. Voilà, vous suivez? Donc, la bague est donc proposée en 1954 à l'acteur autrichien Werner Krauss, peut-être ça vous dit quelque chose, qui refuse, lui aussi d'abord, puis qui accepte devant l'insistance du comité. Mais il y a de nouveaux rebondissements, donc vous le voyez représenté à gauche ici, et surtout très intéressante comme photo à droite, ils portent la bague cette fois, et ils sont très peu à porter cette bague. Donc là, visiblement, c'est une belle photo, très artistique, et il a souhaité montrer cette bague. 5 ans après avoir reçu la bague, Krauss s'effondre sur scène le 20 octobre 1959 en jouant le roi Lear, exactement comme Ludwig de Vriand, 76 ans auparavant. Donc on ne peut pas s'empêcher d'établir évidemment des relations, même si c'est 5 ans après. Krauss, lui, aurait voulu que la bague revienne à une actrice autrichienne qui s'appelait Alma Seidler. Et c'est un honneur donc, qui lui a été refusé, car on refusait cet honneur à une femme. C'était obligé. Donc, suivant la tradition et la loi votée en 1952 ou 1954, reprécisant que cette bague devait toujours être attribuée à un acteur de langue allemande, Werner Krauss choisit alors un autre de ses compatriotes qui s'appelle Joseph Meinrad. Voilà, Joseph Meinrad, 1913-1996. Comme Bassermann, c'est un acteur de théâtre et de cinéma connu pour avoir joué sur scène la trilogie des Sissi, pas au cinéma mais au théâtre. Une lettre datée et signée de Meinrad précise ce choix. Donc le voilà ici à gauche, il est un très bel acteur, je ne sais pas dans quel rôle non plus. Je crois qu'ici, voilà, je vous ai montré la lettre, voilà, Meinrad, je crois. Ou alors c'est celle de... Non, Joseph Meinrad, c'est ça. Après, une lettre datée et signée de Meinrad, que vous voyez ici, précise son choix. Il veut pour lui succéder le très populaire Bruno Ganz. Et là, vous êtes plus à même de reconnaître cet acteur qui a vécu de 1941 à 2019. Et lui n'est pas autrichien, mais suisse de langue allemande. Il est connu pour son rôle d'un ange dans Les ailes du désir, du réalisateur Wim Wenders, que vous avez certainement vu. Et puis c'est lui aussi qui joue le rôle de Hitler dans ce film magnifique qui s'appelle La Chute. Vous avez peut-être vu également. Un rôle qu'il a eu du mal à accepter de jouer d'ailleurs. Des photos le montrent, là vous le voyez ici, et des photos le montrent avec la bague. Vous voyez à gauche ici, et vous voyez qu'il a du mal à l'enfiler. Oui. Hugo, bon voilà. Après sa mort en 2019, est révélé sur le papier qu'il a écrit le nom de son successeur. Son contemporain sera l'acteur Jean Harzer. Alors c'est encore, alors là, voilà, c'est le dernier détenteur. Voilà, c'est un acteur qui est un acteur allemand. Attendez, je ne sais plus. On va le voir tout de suite après. C'est le dernier détenteur de cette bague. Il est tout donc connu entre autres. Voilà. En fait, il est connu pour son interprétation de Don Carlos de Schiller. J'ai toujours essayé de retrouver tous ces noms que nous avions vus qui sont un lien autour de la bague. Donc c'est le dernier dépositaire de cette bague historique, toujours considéré comme le plus prestigieux hommage fait à un comédien. Et c'est le 10e possesseur. Alors vous allez voir la liste là. Voilà, vous voyez la liste de tous les possesseurs de cette bague, depuis Iffland, mort en 1814, jusqu'à Jans Harzer, qui lui est toujours vivant, puisque c'est seulement en 2019 qu'il a reçu cet hommage. Donc vous voyez tous les noms, donc ils sont prussiens, allemands après, et ensuite autrichiens et suisses. Donc il y a eu aussi entre eux quelques querelles, parce que même s'ils parlaient allemand, ils n'étaient pas de la même nationalité. Donc ça ne s'est pas toujours passé très facilement.
Mais il faut aussi se rappeler, alors ça je l'ai lu quelque part également, qu'en fait c'est le deuxième choix de Gans, parce que le premier il est mort de leucémie. Donc on comprend un peu aussi pourquoi certains acteurs aient accepté un petit peu cet honneur à reculons quand même. Aujourd'hui, la remise de la bague donne lieu à une cérémonie officielle. Le diamètre de l'anneau permettant rarement à l'empêtrant de porter la bague, on l'a vu avec Gans, elle représente plus un symbole finalement qu'un véritable bijou. Cependant, les femmes exclues de cette cérémonie, de cette récompense, n'ont pas dit leur dernier mot. Un pendant féminin à la bague d'Iffland a été créé en 1978 par le gouvernement fédéral autrichien en l'honneur de l'actrice Alma Seidler, celle justement qui avait été choisie par Haas pour être son successeur. Elle est née en 1899 et morte en 1977, qui elle avait pu recevoir cette récompense malgré le vœu de Krauss, c'était Krauss qui voulait. La bague d'Alba Meidler, elle se présente comme ça, très mauvaise photo parce que véritablement ce sont des choses qu'on ne trouve pas facilement. Je n'ai jamais vu évidemment, je n'ai jamais vu ces deux bagues d'ailleurs, mais celle-ci en tout cas, d'après ce que j'ai pu voir, que c'est un large anneau d'or en forme de demi-cercle, centré d'une pierre rouge qui est soit un rubis, soit un grenat, avec à la base les lettres AS que vous pouvez voir, qui sont donc les initiales de Alma Seidler. Ce précieux anneau que l'on voit porter ici, d'ailleurs, par une femme, une actrice, on la voit mieux ici, récompense la meilleure actrice du théâtre germanophobe et est transmise par testament de la porteuse à une comédienne jugée digne de lui succéder. Donc on retrouve ici exactement les mêmes caractéristiques que celles de la bague d'Iffland: hommage, identité, transmission. Mais aucun accident dramatique n'a été signalé concernant cet anneau. Une troisième bague, différente dans sa forme, a vu le jour en 1957, une fois encore, pour récompenser une personnalité du théâtre. Mais c'est cette fois le théâtre suisse. L'anneau s'appelle l'anneau Hans Reinhardt. C'est un hommage rendu au poète et mécène artistique Hans Reinhardt. Cet anneau est en or massif, réalisé sur mesure, représentant un masque stylisé. Le nom du lauréat est gravé à l'intérieur de l'anneau. C'est un trophée national et la bague est aussi un cadeau personnel mais non transmissible, contrairement à la bague d'Iffland. Donc il la garde, c'est un cadeau personnel. Et c'est quand même un grand prix des arts de la scène qui est une distinction annuelle et qui rappelle plutôt davantage peut-être la bague donnée aux étudiants pour l'obtention de leur diplôme dans les universités, y compris d'ailleurs une bague qui a été créée également à l'université de Vienne en 1983. Enfin, pour sortir du domaine théâtral allemand, je voudrais aussi vous donner un autre exemple que j'ai rencontré, exemple de transmission d'une bague qui cette fois concerne non plus le théâtre mais l'architecture. Un domaine où le transfert des connaissances est important et où la bague entre dans certains rituels propres aux bâtisseurs. Dans les dernières années du XVIIIe siècle, l'architecte Julien David Leroy, premier professeur de l'école des Beaux-Arts à Paris, lègue en signe d'amitié une bague à son élève Charles Percier, que vous voyez ici à gauche, dont la grande renommée en France est entre autres celle d'avoir été l'architecte de l'Empire et l'ordonnateur de la cérémonie du sacre en 1830. Comme vous le voyez ici, c'est un anneau surmonté d'un médaillon, et cette fois c'est un médaillon antique gravé, non, c'est un médaillon antique, oui, gravé, en cornaline, gravé d'un profil féminin et daté du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc il ne s'agit pas là d'une reproduction identitaire, mais c'est tout à fait dans le style des portraits du XVIIIe siècle. Et tacitement, sans règlement défini, la bague s'est transmise au cours des ans, souvent par l'intermédiaire d'une veuve ou d'une fille à un professeur des beaux-arts. Cette bague est considérée comme un talisman. Elle est restée identique et toujours portée, comme la bague d'Iffland. Elle transmet les mêmes valeurs d'identité, d'amitié et de fierté. Donc extérieurement, vous voyez que les bagues se ressemblent énormément puisque tous deux ont été réalisés au début du XIXe siècle.
Ce sont des bagues à portrait. Cependant, il faut noter que la bague peut avoir d'autres fonctions, en particulier être un témoignage d'amitié entre deux personnes, comme l'explique l'écrivain Maxime Ducamp, grand ami de Gustave Flaubert, dans ses souvenirs littéraires. Il décrit dans ses souvenirs littéraires. Je portais à cette époque, nous sommes en 1843, une bague de la Renaissance qui était un camée représentant un satyre. Je la donnai à Gustave, il me donna une chevalière avec mon chiffre et une devise. Nous échangions nos anneaux. C'était en quelque sorte des fiançailles intellectuelles qui jamais n'ont été frappées de divorce. Je trouve que c'est très très belle dédicace entre ces deux hommes du rôle de la bague. Voilà, donc après ce petit pas de côté dans la littérature, je m'arrête pour parler de cette histoire de la bague ou de l'anneau d'Iffland, de ses usages qui sont liés à sa transmission, toutes les croyances et les rituels qui l'entourent. Avec la bague Alma Seidler et l'anneau de Hans Reinhardt, la bague d'Iffland a donc fait des émules. Entre légende et réalité, l'Iffland Grigne a traversé beaucoup d'avatars. Elle a aussi traversé les siècles et elle poursuit sa trajectoire avec toujours le même objectif, honorer et récompenser le talent. Donc elle a joué, comme on a pu le voir, et elle joue encore un rôle essentiel dans le théâtre et dans la culture allemande, et je crois que c'est quelque chose qui est, me semble-t-il, unique, mais il faudrait aller plus loin pour faire cette recherche. Voilà. Je vous remercie. Et je m'étais dit que cette bague donnerait peut-être envie de parler justement peut-être de vos souvenirs ou de vos souvenirs littéraires à propos justement de ces bijoux dans la littérature, plutôt maléfiques que bénéfiques. Excusez-moi. Oui. J'ai peut-être mal compris quelque chose, mais à propos de la première vague, oui. Vous dites qu'elle est maléfique, j'ai pas bien compris pourquoi. Elle est maléfique parce qu'elle porte malheur Ah, à chaque fois. S'est passé des choses précises? Non, c'est simplement la mort à chaque fois qu'un acteur la portait, il décédait, enfin beaucoup, pas tous, mais ils ont décédé très rapidement. Ah, très rapidement. Très rapidement. C'est pour ça que je vous donnais leur date et c'est pour ça que ce fameux Basserman, justement, vraiment, après avoir légué cette bague à trois autres acteurs et que ces trois autres acteurs sont morts, a voulu s'en débarrasser et voulu faire cesser justement cette tradition. Mais la tradition était tellement forte que le directeur du théâtre, de la bibliothèque, a dit non, il faut continuer, il faut que c'est... Et alors, ça a continué les desserts ou non? Non, pas vraiment. Sauf que quand même, si je vous ai dit à un moment donné, il y a quand même quelqu'un, un des acteurs, qui est mort en jouant Hamlet, c'est-à-dire qu'on retrouve un peu toujours une espèce de trajectoire. C'était le roi Lear, pardon, c'est pas Hamlet. Voilà, en jouant le roi Lear, que c'était également jouant le roi Lear que le premier possesseur de la bague était mort. Donc on a envoyé des... Merci beaucoup. C'est pour ça que voilà, on peut l'appeler un peu. C'est à la fois un honneur et en même temps une menace quelque part. On peut comprendre que tout le monde ne l'accepte pas cette bague. Mais enfin, ça se continue. Et si j'ai bien compris, malgré la légende, ce serait toujours la même bague. Et moi, je le crois, malgré qu'on ait parlé d'autres bagues également, parce que je peux encore parler, ça me semblait compliqué. Il y a encore un autre des acteurs qui aurait fait réaliser 3 bagues. Enfin, on est toujours dans la légende de Nathan le Sage. Ce qui m'intéresse moi, c'est le matériau, c'est cette lave, parce que ça s'est vraiment fait dans une période très précise en Allemagne, au moment où on a échangé tous ces bijoux. Donc on n'aurait pas fait une bague comme ça au XXe siècle. C'est vraiment, voilà. Alors, est-ce que c'est lui qui l'a fait? On ne sait pas. Si c'est un hommage qu'on lui a fait, on ne sait pas. Mais enfin, c'est quand même une belle histoire, je trouve. Oui, alors celui qui choisissait le meilleur acteur, il était seul dans son choix, c'était arbitraire. C'était parce que ça pouvait être un ami, une relation. Non, même si je veux bien. Il n'y avait pas de débat. Il fallait pas de jury. Non, bien sûr, il fallait que ce soit quand même un acteur reconnu comme un excellent acteur, donc pas seulement par celui qui possédait la bague,
et surtout qu'il soit un acteur de langue allemande. Mais que ce soit pas quelqu'un, non, c'est pas quelqu'un d'inconnu que lui-même trouvait bien. Il fallait vraiment que ce soit un acteur reconnu par tout le monde, qui soit vraiment adopté comme tel. Mais c'était son choix personnel, sauf au moment où c'était la débandade, là où justement l'anneau a été conservé uniquement dans la bibliothèque ou au théâtre, et que là il a fallu qu'un comité se constitue pour remettre les choses en place et mettre des règles pour qu'il n'y ait plus ce genre d'ennui, justement, et surtout que l'acteur ne choisisse pas à la fin de sa vie un autre acteur, et que ce soit défini une fois pour toutes. Donc il y avait une cérémonie, il y avait quelque chose. Ah, ça je sais pas. Pas là. Mais non, alors moi je vous parle de tout ce que j'ai lu, mais je vois bien que chaque fois que je sors sur internet des choses concernant il y a plein de références, mais comme elles sont toutes en allemand, je ne les connais pas. Et en fait, c'était pas vraiment pour vous que j'ai fait cette intervention dans un colloque à Ratisbonne en Allemagne, donc il y a 6 mois à peu près, autour d'Alexandre Dumas et l'Allemagne. C'était dans le cadre justement de la société Alexandre Dumas. Et c'était aussi des relations entre Iffland et Dumas. Donc cette bague arrivait comme ça, parce que quand on parle Iffland, tout de suite, dans la littérature, au théâtre, on parle bague. On ne connaît pas forcément l'histoire. Donc moi aussi j'ai fait aussi quelque chose d'un peu différent. Je n'ai pas parlé de Dumas et l'Allemagne, mais j'ai reparlé de la bague. Et visiblement en Allemagne, même les étudiants et les gens qui étaient là ne connaissaient pas l'histoire. Donc ça reste un peu particulier. C'est vraiment le monde du théâtre. Mais il y a certainement plus de choses encore à tirer des sources que je ne connais pas. Pour les bagues des actrices femmes, elle avait ses initiales dessus. Oui. Donc c'est une bague qui ne se transmet pas alors. Si, de la même façon. Écoute, en fait, les initiales, si vous voulez, AM, c'était AS, ça correspond au portrait de Iffland. Iffland, c'était son portrait. Et malgré tout, la bague se continue à se transmettre. Parce que c'est son portrait. Ça reste quelque chose d'identifiable. Donc la bague, c'est pareil, elle se transmet. Mais en revanche, je ne sais pas à ce moment-là s'il y a eu la même réglementation pour que ça reste propriété de l'État ou de quelque chose, ou si ça reste propriété de la détentrice. Ça, je ne sais pas. Mais enfin, on suit vraiment le même trajet. C'est-à-dire vraiment les femmes ont quand même été vraiment bien oubliées pendant longtemps et que finalement elles ont quand même choisi de faire la même chose. Je trouve ça intéressant quand même. La bague actuelle que nous voyons là sur l'écran, pour l'architecture, elle existe encore, j'imagine? Je pense. Alors là, j'ai beaucoup moins d'informations. C'est une information qu'on m'a donnée, mais je pense qu'elle continue aussi. Mais là, alors j'aimerais aussi en savoir davantage sur cette oui, parce que ça, je l'ignorais tout à fait. J'ai essayé de chercher s'il y avait d'autres exemples. En tout cas, au théâtre, il n'y a pas d'autres exemples d'une transmission qui se fait par un bijou. Mais voilà, donc en fait, ça ne se fait qu'en Allemagne, en Autriche, en Suisse. Dans ces 3 pays. Et alors, est-ce qu'il y a d'autres corporations où il y a comme ça, on se transmet un objet oui, l'architecture, mais dans les exemples que vous avez cités, soit une bague, un bijou? Non, à ma connaissance, non. Mais je vous demande à vous si vous trouvez. Parce que moi, du théâtre. Pardon? C'est propre au monde du théâtre. Non, puisque l'architecture le montre aussi. Donc peut-être dans les beaux-arts, y a-t-il une autre possibilité, une autre aussi quelque chose de différent. Moi, ça m'intéresse d'autant plus de le savoir que comme je travaille sur les bijoux, tout ce qui est bijoux historiques m'intéresse énormément. Alors, dans l'histoire des bijoux, ce qui se transmet, ce sont les bijoux en cheveux. Ça, c'est personnel. Oui. Ça n'a rien à voir avec la corporation, si vous voulez. Mais je pense que ça doit exister certainement dans d'autres corporations. Par exemple, je cherche, les compagnons, vous voyez, les compagnons artisans ont des bijoux. D'abord, eux, ils ont quand même quelque chose de part. On peut peut-être l'associer un peu. Ils ont un anneau d'oreille qui s'appelle un joint, qu'ils portent, un tout petit anneau. C'est pas du tout une grande créole, hein. C'est un petit anneau qui fait le tour uniquement de l'oreille, là, qui est le signe de leur appartenance justement aux sociétés de compagnons. Et ça s'appelle un joint parce que ça joint tous les compagnons. Et quand le jour de la fête de leur corporation,
ils portent à ce moment-là, ils mettent à leur petit joint, qu'ils ne quittent jamais, des espèces de pendeloques. Des pendeloques qui sont généralement en or et qui représentent les outils de leur corporation. C'était comme ça n'est plus comme ça. Et d'ailleurs, j'ai rencontré aussi des compagnons il y a quelques années quand je faisais une enquête sur l'anneau d'oreille, et ils étaient un peu écœurés de voir aussi les hommes, vous savez, les jeunes hommes qui ont porté pendant un moment. Ça a été une provocation pendant un temps, maintenant on le voit comme ça, on ne fait plus très attention, mais donc, et ça ne leur plaisait pas du tout, parce que pour eux, l'anneau, il n'y en avait qu'un, et c'était celui qui était vraiment le signe distinctif du compagnon. Et dans la marine marchande aussi, ils portent Oui. un anneau. Absolument, vous avez tout à fait raison. Ils portent également un anneau. Il y a aussi un problème d'oreille. Exactement. C'est la gauche ou la droite? Alors là, je ne sais pas si c'est la gauche ou la Si c'est droite. la droite, c'est corsaire. Enfin, Alors, c'est pardon. si c'est enfin, je dis comme ça, mais je Oui. suis pas sûre. Et je sais que si on porte à une oreille, c'est qu'on est de la marine marchande, et si on porte à l'autre oreille, on est corsaire. Mais ça, Ça, je ne sais pas. C'est une légende des Non, des mais bandes c'est DVD, peut-être. hein. Non, mais les légendes sont souvent fondées sur quelque chose. Pour les marins, il faut qu'ils aient passé le Cap Horn, ils n'ont pas le droit de porter l'anneau avant. L'oreille. Ils n'ont pas le droit. Quand Ils n'ont pas passé le Cap Horn une fois. Oui. Ils n'ont pas le droit normalement de porter Bon, alors, cet ce anneau. que vous me dites, là, vous me l'apprenez. Moi, je sais en effet que l'anneau d'oreille est porté par les marins et par tous les gens qui naviguent. Et c'est en effet une croyance qui fait que, d'abord, il y avait deux choses que j'ai compris, suivant les pays aussi. C'est qu'il y avait un lien avec le nerf optique. Quand on, Oui, voilà, ah c'est bah ça, oui, qui permet donc aux marins, c'est-à-dire aux gens qui doivent voir très loin, de favoriser la vue. Bon, ça c'est une chose. Mais j'avais aussi appris qu'en Hollande, cet anneau, il n'y a pas que les marins qui l'ont pris, hein, et les paysans en ont eu aussi, il y a eu aussi, c'était la mode à la Renaissance, enfin, bon, c'était une mode aussi, c'est comme nos bijoux en lave, pas en lave, mais qui étaient en fonte de Berlin. Mais donc, ces anneaux étaient portés en Hollande en or, parce qu'on disait aussi là, dans la légende, que lorsque le marin décédait, quand il n'était pas dans la mer, qu'il était sur place, dans un port, ça permettait de payer son enterrement. Voilà, ça c'est aussi des choses qu'on dit. Quand il est en mer, vous savez, voilà, on les jette en mer. Oui, mais vous voyez, ça fait naître des questions. Mais ce que vous dites, marine marchande, c'est peut-être maintenant, parce qu'on continue peut-être à avoir cette croyance. Je ne savais pas. Vous avez parlé des bijoux en métal faits pendant l'invasion napoléonienne, Oui. mais pendant la guerre de 14 aussi. Oui. C'est pour ça qu'au musée de Rouen, il y a encore beaucoup de... Est-ce que c'est ces bijoux-là Non, que l'on ça voit? c'est autre chose. C'est autre chose? Ah Est-ce que oui, c'est vous voulez parler des bagues en aluminium? en métal? J'ai vu beaucoup de bijoux en métal ou des colliers en métal. Que vous avez vu où? Au musée de Rouen. Au musée de... De Rouen. Ah bon, d'accord. Alors, pardon, parce qu'il y en a dans beaucoup de musées de guerre. Alors ça, c'est autre chose. Ça, j'ai pas voulu l'évoquer, mais c'est très bien, c'est très, très passionnant aussi, parce que je me suis beaucoup intéressée aux bijoux de guerre. Et les bijoux de guerre, c'était surtout, pendant la guerre de 14, évidemment, ceux qui étaient réalisés par les poilus à l'arrière, qu'ils soient allemands ou qu'ils soient français, lorsqu'ils avaient du temps à perdre, et qu'ils utilisaient l'aluminium des obus, des ceintures d'obus, qu'ils faisaient fondre et qu'ils ensuite ils faisaient fondre, ils faisaient des bagues et ensuite ils les gravaient au couteau. Et ils avaient tout un matériel qu'ils étaient arrivés à obtenir à l'arrière, une forge, des tas de choses. Et tous les soldats ont fait des petites bagues qui sont des bagues dites de tranchées. Évidemment, ils ne sont pas dans les tranchées, c'est bien à l'arrière qu'ils les ont fait. Ils en ont fait des quantités qu'ils envoyaient, pas tous, mais en tout cas, chacun avait à cœur d'envoyer une ou plusieurs bagues à sa marraine de guerre, ou bien alors à sa femme, à la jeune fille qu'il connaissait, etc. Et après, c'est devenu un commerce. Ils en ont fait tellement, mais la guerre a duré tellement longtemps, que ces bagues étaient vendues dans des boutiques à Paris à leur profit. Et on peut en trouver, vous avez parlé du musée de Rouen, moi je n'ai pas vu, mais j'en ai vu dans plusieurs musées consacrés à la guerre, et il y en a des quantités. Et ce qui m'étonne justement, c'est qu'en revanche, dans les familles, il n'y en a plus. Ça devait être considéré, et il y en a eu dans toutes les familles, certainement, c'était considéré qu'on l'a perdu, puis de bague en aluminium, alors qu'il y avait une marguerite, il y avait une croix de guerre qui était représentée, quelquefois il y avait une médaille militaire qu'on inscrivait. Et moi j'en ai une que j'adore, parce qu'il y a marqué dessus Nénette.
C'est vraiment extrêmement... Voilà. C'était Des morceaux des vitraux de la cathédrale de Reims dans les bagues. aussi, ben voilà, ça c'est d'autres bagues en effet de guerre. Voilà. Et moi c'est surtout les bagues en aluminium et les bagues de poilu qui m'intéressent parce que Guillaume Apollinaire, qui a fait la guerre de 14, enfin en 1915 il est allé, et il a donc passé énormément de temps, comme tous les autres soldats, à attendre, et il a fait des bagues pour les femmes qu'il a aimées, donc en particulier les poèmes qu'il a écrits, les lettres à Lou, les Magalou. Et j'ai trouvé dans ces lettres toute une histoire sur les bagues qu'il était en train de faire, comme tous ces soldats, et comment il les fabriquait, et comment sa chère Lou, qui ne répondait pas beaucoup à son enthousiasme, quand leur grand amour n'a pas résisté à la séparation. Lui, évidemment, ne pensait qu'à elle, elle l'avait oublié, donc il ne répondait pas, et quand il lui envoyait des bagues, il ne savait pas si elle les recevait. Alors il lui disait, écoute, tu prends du fil, tu prends la dimension de ton doigt, et tu me donnes exactement la dimension, comme ça je saurais ce que c'est. Et subsiste encore aujourd'hui, je crois, dans la famille, ou je ne sais pas où, une bague où il y a marqué Guy à Lou. C'est toujours en aluminium. Alors j'ai vu, là moi je reviens d'un musée à Rennes, où j'ai vu en effet l'illustration de la guerre de 14 par quelques bijoux comme ceux que vous évoquez. Et en fait j'ai vu marqué bijoux fabriqués à partir d'une pièce de monnaie. Ben non, pas possible, c'est de l'aluminium, c'est mou. Il faut comprendre un peu comment ça fonctionne quand même. Il ne faut pas dire aux gens que c'est fait à partir d'une pièce de monnaie. C'est vraiment fait par les soldats, avec leur matériel, avec tout ce qu'ils avaient. Ils faisaient fondre dans leur casque, etc. Enfin, il y a beaucoup de littérature parce que tous les journaux locaux parlaient à ce moment-là, pendant la guerre, des soldats et de leurs activités. Bon, voilà. Ça c'est... On s'est un peu éloigné de notre bague, mais on est quand même dans les bagues. J'ai vu qu'il y a des personnes parmi vous qui prenaient des notes avec, je sais pas, j'imagine des notes sur la conférence. Donc là, comme ça a bien marché du premier coup, la conférence est filmée, si vous voulez la réécouter. Et donc ça sera sur la chaîne YouTube de la bibliothèque. Donc on peut les filmer d'ici quelques temps. Enfin, j'espère que vous n'êtes pas trop perdu dans les noms allemands, mais il y en a probablement d'entre vous qui connaissent déjà peut-être un peu la littérature allemande ou le théâtre, j'imagine. Moi, j'avoue que je suis entrée dans un monde un peu inconnu, sauf les bijoux. Il y a l'anneau des Nibelungen. Oui, bien sûr. Oh, bah oui, les anneaux, oui, vous avez raison, bien sûr, en Allemagne, oui. Il y a toutes les histoires, oui, c'est vrai. Oui, alors là, on va très loin, oui. Ça remonte à la mythologie. Oui, absolument, oui. Mais là, je disais qu'il y avait aussi d'autres bijoux maudits, comme le diamant gaupe. Le fameux diamant qu'un Français avait trouvé en Inde au XVIIe siècle. Oui. On disait qu'il était maudit parce qu'il avait arraché une statue de la déesse Sita. D'accord. Et il l'a remis en Europe, et Louis XIV, il a fait un Louis XIV qu'il a fait retailler. D'accord. Voilà. Et Oui. il a connu aussi des péripéties. Des rebonds et des péripéties. Oui. Possessive, c'était Marie-Antoinette. Oui. Mais il a été volé en 1792 apparemment. Oui, absolument. On l'a retrouvé après. Et après, il est parti aux États-Unis, il serait maintenant dans un musée. Je ne sais plus où il est. Ah bon. D'accord. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Ça, c'est une histoire d'un diamant. Oui, ça c'est. Bijou aussi. Oui, ça, oui, on peut considérer. Non, c'est bien ça. Oui. Et dans la littérature, vous avez des souvenirs de quelque chose, vous? Moi, ça me plaît quand on peut retrouver des traces. Et vous connaissez une histoire sans nom? Non. Bon, en fait, vous savez, il écrit. Armand Révy vraiment. Et puis, il insiste quelquefois. Hein. Il y a une histoire d'un cachet d'onyx qui est assez affreux. Qui va. Il veut une femme l'a tromper et il veut la punir et il va faire chauffer ce cachet et la mettre à un certain endroit. C'est très. Oui,
Ouais. Oui, je crois, oui. Et puis Hoffmann aussi, et puis on en trouve, donc cette histoire aussi d'Alexandre Dumas, moi je connaissais pas bien, mais la littérature fantastique, évidemment, ça fait partie aussi de... Ça va chez vous tout ça, en même temps. Non, pas tout à fait, pas vraiment. Nous, on est moins fantastique, on est quand même plus au départ Policier. roman policier. Oui, d'accord. Et justement, avec peu d'interventions, Oui. des choses mystérieuses, fantastiques, D'accord. tout le côté rationnel à la Sherlock. Il doit être plus. Apparemment, il y a toute une série de littérature fantastique. Mais maintenant, les jeunes, la production jeunesse, ça va beaucoup Monsieur sur Tolkien qui a repris l'idée de l'anneau, bien sûr. Tolkien avec les Elodie et Là, il nous donne. un astreint. Non, mais nous, on reste les pieds sur terre. Avec les armes au poing. D'accord. Donc c'était là aussi un petit pas de côté. C'était un pas mystérieux. Le mystère, quand même. Voilà, il y a quand ça même a le à voir. mystère, il y a le mot mystère qui C'est ça convient. qui nous Oui, a d'accord. motivés aussi pour faire Oui. la proposition en disant on va changer un peu de genre. Et il y a un auteur américain, la Connolly, irlandais, oui, c'est pas Connolly, c'est Connolly, c'est l'autre. Mais lui, il mêle le folklore irlandais à. C'est du polar, mais qui mêle l'ambiance un peu Et mystérieuse. puis il y a un nom fantastique, même parce qu'il y a des gens qui voient des morts, on est très content. Il fait un polar fantastique. Et on vous souhaite à toutes et à tous une très bonne fin d'année. Merci. D'excellentes fêtes. On espère vous retrouver. Merci madame. Merci.